Si vous m'aviez posé la question il y a 1 an, je vous aurais dit que mon fils, Eric, était un homme bien. Il était occupé, certes trop occupé pour son vieux père la plupart du temps, mais j'attribuais cela aux pressions de la vie à San Diego. Il avait son travail, sa famille, ses excuses incessantes. Pourtant, j'ai toujours espéré, au fond de moi, que le garçon que j'avais élevé était toujours là, quelque part. Cet espoir s'est éteint le jour des funérailles de ma femme. Ma femme, Lilian, est décédée un jeudi froid et gris de mars. 40 ans passés ensemble, et elle s'était battue jusqu'au bout. Le cancer se moque de qui il prend, ni du nombre de promesses qu'on se fait pour vieillir ensemble. Ce matin-là, debout près de son cercueil, en acajou poli et en rose blanche scintillant sous la rosée de la nuit, j'ai réalisé que j'étais seul pour la première fois de ma vie d'adulte. Seul, hormis les amis et la famille venus d'aussi loin que le Colorado et le Texas pour lui rendre hommage. Tout le monde était là, tout le monde, sauf mon fils. J'avais appelé Eric au moins 5 fois ce matin-là, les mains tremblantes tandis que je composais son numéro encore et encore. Chaque appel tombait sur la messagerie vocale, et chaque fois que j'entendais son message d'accueil automatique, mon cœur se serrait un peu. Lorsqu'il a enfin répondu, 30 minutes avant la cérémonie, il y avait des rires en fond sonore. Des vagues, de la musique et le bruit lointain des gens qui s'amusaient. « Papa, je suis en plein milieu d'une affaire importante. Je ne peux pas venir. Je t'appelle plus tard, a-t-il dit. Sa voix était froide et dédaigneuse, et quand j'ai insisté, quoi de plus important que les funérailles de ta mère? Il a simplement soupiré et m'a dit, franchement, papa, ça ne vaut pas la peine que je m'en occupe. Arrête de m'embêter. Le téléphone était comme du plomb dans ma main. Je pouvais à peine regarder le cercueil de Lilian, sachant que son fils unique ne serait pas là pour ses adieux. La cérémonie commença sous le ciel gris du cimetière d'Oak Grove, dans le nord de la Californie. Des proches en manteau noir se rassemblèrent sous l'auvent, à voix basse. Je serrai des mains, acceptai les condoléances, tandis que je repensais aux paroles d'Éric. Ça ne valait pas la peine que j'y perde mon temps. Voilà ce que mon fils pensait de la vie de sa mère. Tandis que le pasteur évoquait la gentillesse de Lilian, ses années d'enseignement à l'école primaire Jefferson, les enfants qu'elle aimait, les voisins qu'elle avait aidés, j'essayais d'écouter. J'essayais de me souvenir de la femme qui avait toujours cru qu'Éric finirait par changer d'avis. « Il est juste occupé, Renui, me disait-elle. Il sera là quand il le faudra. » Mais il ne l'était pas. Au lieu de cela, comme je l'ai appris plus tard, il se prélassait au soleil de Floride avec sa femme, publiant des vidéos de palmiers et de boissons au bord de la piscine pendant que sa mère était descendue dans la terre. Ce soir-là, j'étais assis seul à la table de la cuisine, le livre de mots croisés de Lilian ouvert à côté d'une tasse de café froid. J'ai consulté mon téléphone et j'ai vu que la femme d'Éric, Megan, avait publié un article depuis leur hôtel de Miami, un temps parfait, une journée parfaite. J'ai serré les mâchoires. Tandis que j'avais enterré ma femme les mains tremblantes, Éric vivait sa vie à fond, à des centaines de kilomètres de là, sans un seul mot d'excuse. Je me souvenais des derniers jours de Lilian. Même si ses forces déclinaient, elle s'inquiétait pour Éric. « Promets-moi d'essayer de le comprendre, Renui, avait-elle murmuré. Il nous aime, à sa façon. C'est juste qu'il ne sait pas comment le montrer. » Je le lui avais promis, mais assise là, dans le silence de notre maison, sa tasse préférée toujours posée près de l'évier, j'ai réalisé que certaines promesses sont trop lourdes à porter. Les jours qui suivirent furent flous. Des amis passèrent avec des plats mijotés, des voisins déposèrent des fleurs, mais la maison semblait de plus en plus vide d'heure en heure. Je me suis retrouvé à parler à la photo de Lilian, lui demandant ce que je devais faire. Elle avait toujours les réponses, mais maintenant, il n'y avait que le silence. Une semaine après les funérailles, mon téléphone a sonné. C'était Éric. « Papa, le remboursement du prêt immobilier n'a pas été effectué. Il s'est passé quelque chose avec le virement automatique? » Son ton était impatient, comme si j'avais égaré ses clés de voiture au lieu d'enterrer sa mère. J'ai senti quelque chose se briser en moi.
Pendant des années, j'avais payé son prêt immobilier d'abord parce qu'il débutait, puis parce que Lilian insistait sur le fait qu'il avait besoin d'aide. Et maintenant? Maintenant, l'homme qui avait séché les funérailles de sa mère appelait, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour se plaindre de ses factures. Je lui ai répondu doucement, « Éric, je m'en fiche. C'est ton problème. » Un silence stupéfait s'est installé au bout du fil. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire » a-t-il demandé, mais je n'avais plus rien à lui donner. Ni argent, ni excuses, ni même de la compassion. Ce n'était que le début. J'ai passé la matinée suivante à arpenter les rues tranquilles de Wero Park, juste à l'extérieur de Sacramento, où Lilian et moi vivions depuis près de 30 ans. Les cerisiers étaient en fleurs, leurs pétales roses flottant sur les trottoirs. J'essayais de me perdre dans les souvenirs de printemps plus heureux, mais mon esprit revenait sans cesse à Éric et à ce coup de fil. Je me demandais si j'avais été trop dur, si j'aurais dû m'expliquer, mais je me souvenais alors de ces paroles inutiles et la colère revenait, amère et froide. Ma belle-sœur, June, m'a appelé cet après-midi-là. « Henry, je sais que c'est dur, mais est-ce que tu manges? Tu veux que je passe? » Je l'ai remercié et lui ai dit que j'allais bien, même si je n'avais pas fermé l'œil depuis l'enterrement. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce que Lilian avait fait pour Éric. Combien de nuits elle était restée éveillée avec lui quand il était malade, comment elle avait fait des heures supplémentaires à la bibliothèque de l'école pour qu'il puisse aller dans une bonne université. Quand sa première entreprise a fait faillite à San José, c'est elle qui m'a encouragé à lui prêter de l'argent pour qu'il puisse recommencer. Il a juste besoin d'un peu d'aide, disait-elle, les yeux toujours pleins d'espoir. Mais Éric n'est jamais venu à la maison après les funérailles. Il n'a pas appelé pour prendre de mes nouvelles, ni pour prendre des nouvelles de quoi que ce soit. Il voulait juste que son prêt immobilier soit remboursé. Pendant 8 ans, j'avais envoyé de l'argent tous les mois à sa banque à Dallas, car Lilian voulait qu'il ait une chance de réussir dans l'immobilier. C'était l'arrangement, mon fonds de retraite disparaissait discrètement pour que mon fils puisse poursuivre son rêve. Lilian avait cru en lui avec une obstination que j'admirais, même si cela m'épuisait. Après notre dispute, Éric a tenté une autre approche. Il a appelé Megan sur haut-parleur, et cette fois, sa voix était sèche. « Papa, tu agis de manière déraisonnable. Ce n'est qu'un paiement. Si tu es en colère contre maman, je comprends, mais est-ce qu'on pourrait ne pas rendre les choses plus difficiles que nécessaire? » Megan a ajouté, « On a des factures, papa. Tu nous as toujours aidés. Pourquoi es-tu si difficile maintenant? » J'ai failli rire. Difficile? Pendant des années, j'avais tout fait pour eux, discrètement, sans demander de remerciements. Maintenant, la première fois que j'ai eu besoin de soutien, ils m'ont parlé comme à un enfant têtu. « Tu as raté l'enterrement de ta mère », ai-je dit à voix basse. « Et maintenant, tu t'inquiètes pour l'argent? » Éric est resté silencieux un instant, puis a dit, « Papa, on vit tous le deuil différemment. Je ne pouvais tout simplement pas être là. Mais le monde ne s'arrête pas de tourner. J'ai aussi des responsabilités. » C'est peut-être vrai, me suis-je dit. Peut-être que le monde continue de tourner, qu'on soit présent ou non. Mais Lilian aurait voulu plus de son fils unique. Elle aurait voulu qu'il fasse au moins semblant de se soucier d'elle. Ce soir-là, j'étais assis sur la véranda, à regarder le soleil se coucher sur les rangées de maisons bien alignées. Les voisins étaient dehors, promenaient leurs chiens et leur faisaient signe de la main depuis leur pelouse. Lilian adorait ce moment de la journée. Elle préparait du thé, s'asseyait à côté de moi sur la balançoire et parlait de tout ce qu'elle voulait faire à la retraite, des road trips le long de la côte, des visites à de vieux amis dans le Montana, peut-être même une croisière en Alaska. Ses rêves se sont évanouis lorsque sa maladie s'est déclarée. Finalement, le seul endroit où elle voulait être, c'était chez elle, avec moi. J'avais essayé de garder la maison telle qu'elle l'avait laissée. Ses gants de jardinage étaient encore accrochés près de la porte de derrière. Ses pantoufles attendaient au pied du lit. Je n'avais pas bougé une seule photo de la cheminée. Ce soir-là, j'ai feuilleté nos vieux albums, page après page, relatant l'enfance d'Éric.
les anniversaires, les sorties en camping, sa remise de diplôme sous la pluie. Lilian rayonnait à ses côtés, si fière. Elle avait toujours cru qu'il accomplirait de grandes choses, qu'il était devenu un homme qui comprenait la valeur de la famille. Mais Éric avait changé. Peut-être était-ce dû aux années passées au Texas, peut-être à l'influence de Meghan, ou peut-être avais-je simplement raté les signes. Il était devenu distant, puis froid. Les appels téléphoniques étaient plus courts. Les visites étaient des excuses. Les anniversaires étaient devenus des SMS. Et quand Lilian avait le plus besoin de lui, il était introuvable. J'ai commencé à penser à mon avenir. Pendant si longtemps, j'avais tout planifié en fonction de ma famille. Chaque dollar économisé était pour eux. Chaque sacrifice était pour l'avenir d'Éric, le confort de Lilian. Maintenant, il ne restait plus que moi. Je me demandais ce que je ferais des années qui me restaient, des économies que je n'avais pas encore dépensées pour les rêves d'Éric. Peut-être que je verrais enfin les endroits que Lilian voulait visiter. Peut-être que j'entretiendrais simplement le jardin, une saison à la fois. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre appel d'Éric. Cette fois, il semblait désespéré. « Papa, la banque a appelé. Ils disent que le prêt immobilier est en retard. Meghan a peur qu'on perde l'appartement. S'il te plaît, j'ai besoin que tu gères ça. Tu le fais toujours. » J'ai regardé par la fenêtre les roses de Lilian, qui fleurissaient au soleil matinal. J'ai ressenti une étrange sensation de paix. « Éric, tu vas devoir te débrouiller tout seul, ai-je dit. Je ne peux plus t'aider. » Il n'a pas crié. Il n'a pas supplié. Il s'est juste tu. « Tu le penses vraiment ?» a-t-il finalement demandé. J'ai hoché la tête, même s'il ne me voyait pas. « Ouais, fiston. Je le pense vraiment. » J'ai raccroché et, pour la première fois depuis la mort de Lilian, j'ai senti le poids commencer à s'enlever de mes épaules. Je m'attendais à ce qu'Éric me rappelle cet après-midi-là. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, Meghan m'a laissé un message vocal, d'un ton cassant et pressant. « Henry, c'est Meghan. Écoute, je sais que c'est dur, mais tu ne peux pas nous laisser en plan comme ça. On a une famille maintenant. Si Éric t'a contrarié, j'en suis désolé. On a juste besoin que tu t'occupes du prêt immobilier encore un peu. S'il te plaît, rappelle-moi. » Ces mots ont coulé comme la pluie. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité silencieux, toujours là, toujours fiable. Mais en contemplant la cuisine vide, la théière de Lilian froide sur le feu, j'ai réalisé que toutes ces années d'aide n'avaient rien appris à Éric et Meghan à voler de leurs propres ailes. Au contraire, cela leur avait appris que je les sauverais toujours, quoi qu'il arrive. Les jours s'installèrent dans un calme nouveau. Je passais des heures dans le jardin, agenouillé dans la terre meuble, à tailler les rosiers que Lilian avait plantés lors de son premier été dans cette maison. Chaque floraison était un petit miracle, un rappel de la vie que nous avions construite ensemble. Les voisins me saluaient, me demandaient si j'avais besoin de quelque chose. Je disais toujours non, ne voulant déranger personne avec mon chagrin. Le soir, je m'asseyais dans son vieux rocking chair près de la fenêtre, à regarder le clair de lune se répandre sur la pelouse. C'était paisible, mais solitaire d'une manière inattendue. Une semaine s'est écoulée. J'ai vidé le placard de Lilian et donné ses vêtements à la friperie de l'église. La bénévole, une gentille jeune femme nommée Bethany, m'a adressé un sourire tendre en prenant les cartons. « C'est-elle une femme bien, Monsieur Parker ?» a-t-elle dit. « Nous veillerons à ce qu'il trouve un bon foyer. » Je l'ai remercié, réalisant que, d'une certaine manière, c'était le premier pas vers le lâcher-prise. Un après-midi, alors que je finissais de désherber les parterres de fleurs, le téléphone a sonné. J'ai reconnu le numéro d'Éric, mais je suis tombé sur la messagerie. Je n'étais pas prêt à entendre d'autres demandes d'argent, d'autres raisons d'oublier tout ce qu'il avait fait. J'ai écouté plus tard, debout près de l'évier, le dos baigné par le soleil. « Papa, je comprends que tu sois en colère. J'ai tout gâché. Mais si tu arrêtes les paiements, je perds l'appartement.
Meghan et les enfants n'auront nulle part où aller. C'est ça que tu veux? Je sais que j'aurais dû venir à l'enterrement, mais je n'ai pas pu. C'est juste que je n'ai pas pu gérer ça. Maman aurait compris. S'il te plaît, aide-moi jusqu'à ce que je me remette sur pied. Il paraissait plus petit, moins sûr de lui. Je me souvenais de lui, petit garçon, courant sous les arroseurs automatiques de notre jardin, riant avec cette joie que les adultes oublient de ressentir. Lilian disait toujours « Il a bon cœur, Renui. Il a juste besoin de temps pour trouver sa voie. » Je voulais la croire, mais le temps ne l'avait pas rapproché de chez lui. Ce soir-là, j'ai appelé mon plus vieil ami, Joe. Il avait perdu sa femme 5 ans plus tôt et avait lui-même traversé des moments difficiles avec ses enfants adultes. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café au vieux restaurant de Main Street, un endroit inchangé depuis les années 70. Joe m'a écouté raconter toute l'histoire, les funérailles, les appels manqués, l'hypothèque, la culpabilité. « Tu as déjà remarqué, dit-il au bout d'un moment, qu'on passe sa vie à apprendre à nos enfants à être indépendants, mais qu'on oublie de les protéger du filet? Il serait peut-être temps qu'Éric apprenne ce qui arrive quand il tombe. » J'ai hoché la tête, pensant à ce que cela signifierait. « Et s'il ne me pardonne jamais, ai-je demandé. Joe haussa les épaules. « C'est son problème. Tu as fait ta part. C'est un adulte. Parfois, la fermeté est tout ce qui reste. » Nous sommes restés assis en silence un moment, sirotant un café, regardant les derniers rayons du soleil disparaître derrière la grande baille vitrée. Je suis rentré chez moi, plus léger. Joe avait raison. J'avais porté les fardeaux d'Éric assez longtemps. Il était temps qu'il apprenne à porter les siens. Le lendemain, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai fixé la ligne du remboursement du prêt immobilier d'Éric. 96 virements. 8 ans de sacrifices silencieux. Je me suis arrêté sur le bouton d'annulation, la voix de Lilian résonnant dans ma mémoire, « Promets-moi de prendre soin de lui. » J'avais tenu cette promesse, plus longtemps que je n'aurais dû. Maintenant, il était temps d'en faire une nouvelle, une pour moi-même. J'ai cliqué sur « Annuler le paiement ». L'ordinateur a émis un bip de confirmation. D'un seul coup, le filet de sécurité a disparu. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Le lendemain matin, la maison semblait transformée. Non seulement plus calme, mais aussi plus paisible, comme si l'esprit de Lilian approuvait ma décision. Je me suis servi un café et me suis assis dans la véranda, regardant les rouges-gorges sauter sur la pelouse. Je n'ai pas consulté mon téléphone ni pour les messages, ni pour les appels manqués. Pour la première fois depuis des années, je n'avais nulle part où aller et je n'avais aucune dette envers personne. Mais vers midi, le téléphone vibra, une série de notifications retentissantes. Éric, encore, cette fois avec un sentiment d'urgence renouvelé. Sa voix était tendue, oscillant entre panique et colère. « Papa, la banque a appelé. Le paiement n'est toujours pas arrivé. Je reçois des emails concernant les frais de retard. Pourquoi tu ne me réponds pas? Écoute, j'ai dit que j'étais désolé pour maman. Que veux-tu d'autre? Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. » J'ai écouté son message, puis j'ai raccroché. Avec une sorte de douce surprise, j'ai réalisé que je ne ressentais rien, ni colère, ni culpabilité, juste une acceptation silencieuse. J'en avais assez de me laisser manipuler par ces urgences. J'en avais assez de confondre amour et sauvetage financier. La journée s'écoulait lentement tandis que je triais les vieilles fournitures scolaires de Lilian. Il y avait des plans de cours à l'écriture soignés et bouclés, des notes d'élèves, des photos de décennies de pièces de théâtre et de sorties scolaires. Elle aimait ses élèves presque autant que sa propre famille. Ce soir-là, j'ai préparé son plat préféré, un rôti de bœuf avec carottes et pommes de terre, et j'ai mangé à la table de la cuisine, sa chaise rapprochée comme si elle pouvait me rejoindre à tout moment. Plus tard, je me suis retrouvé à penser à toutes ces années où Éric avait tenu pour acquis le soutien indéfectible de Lilian, ma main ferme, le filet de sécurité invisible qui l'attendait toujours. Je me suis souvenu de son premier appartement, de sa première offre d'emploi,
de sa première start-up ratée. Chaque faux pas avait été amorti par un chèque de la famille, chaque dure leçon adoucie par notre volonté d'intervenir. Mais maintenant, alors que le soleil se couchait sur Wirral Park, je me demandais si nous lui avions rendu service. Peut-être qu'en lui facilitant toujours les choses, nous l'avions empêché d'apprendre à se débrouiller seul. Lilian avait appelé cela de l'amour, mais peut-être n'était-ce que de la peur que si nous ne l'aidions pas, il disparaisse complètement de nos vies. Après le dîner, j'ai traversé le quartier, passant devant des maisons où les enfants jouaient dans les allées et où les voisins me saluaient depuis leur porche. Le monde continuait son cours, comme Joe l'avait dit. Au coin de la rue, j'ai croisé Linda, qui habitait 3 maisons plus loin depuis aussi longtemps que je me souvienne. Elle m'a serré dans ses bras, m'a demandé comment j'allais et m'a écouté lui parler d'Éric. « Tu sais, Renui, dit-elle, parfois, la seule façon pour les gens d'apprendre, c'est quand il n'y a plus personne pour les tirer d'affaire. » C'est dur, mais c'est vrai. Ces paroles faisaient écho aux conseils de Joe, et j'ai senti leur poids s'installer dans mes os. Peut-être que ce n'était pas seulement dû au fait qu'Éric grandissait, peut-être que c'était moi qui lâchais prise. De retour à la maison, j'ai trouvé un autre message vocal d'Éric, plus désespéré cette fois. « Papa, s'il te plaît. Je n'ai pas assez d'économies pour payer tout le loyer. Megan pète les plombs. Je sais que j'ai fait une connerie, d'accord? Mais tu ne peux pas nous laisser comme ça. Je te le promets, je te rattraperai. » Mais j'avais déjà entendu cette promesse. Trop souvent. À chaque fois, c'était juste une façon de me décharger de mes responsabilités. Je me suis servi un verre d'eau et je me suis assis dans le salon, fixant l'espace vide où Lilian lisait tous les soirs. Pendant si longtemps, chaque décision que je prenais visait à préserver la famille, à protéger Éric des déceptions, à faire en sorte que Lilian ne s'inquiète jamais. Maintenant, il n'y avait que moi, et pour la première fois, je ne me sentais plus seul. Je me sentais libre. Avant d'aller me coucher, j'ai rappelé Joe. Nous avons parlé du bon vieux temps, les parties de pêche, les matchs de foot, les courses de vélo de nos enfants sur Wirral Avenue. Je lui ai raconté ce qu'Éric avait dit, comment il avait promis de se rattraper. Joe rigola. Les promesses sont faciles quand c'est quelqu'un d'autre qui paie, Renui. Tu as bien fait. S'il t'aime, il le comprendra et s'il ne t'aime pas, au moins tu sauras que tu as essayé. Cette nuit-là, je dormis sans rêver. Dans le silence et l'obscurité, j'imaginais Lilian me sourire de l'autre côté de la table, fière que j'ai enfin appris à faire ce qu'elle n'avait jamais réussi à faire. Lâcher prise. Les jours qui ont suivi ont été étrangement radieux. Pendant des années, j'avais redouté de décrocher le téléphone, persuadé que chaque appel d'Éric signifiait un nouveau problème, une nouvelle mission de sauvetage, un nouveau sacrifice. Mais maintenant, avec l'arrêt des mensualités et mes propres limites fixées pour la première fois, j'ai ressenti une légèreté qui m'a surprise. Au lieu de consulter mon téléphone pour les urgences, je me suis laissé remémorer la vie d'autrefois, les longs après-midi à travailler dans la remise, à lire le journal sur la véranda, à soigner les massifs de fleurs de Lilian. Je suis allé à la quincaillerie du coin et je me suis surprise à discuter avec Tom, le propriétaire, de la rénovation du vieux kiosque dans le jardin. J'allais même à la boulangerie le samedi matin, une activité que Lilian adorait, pour acheter des viennoiseries et du café à partager avec les voisins qui passaient. À chaque petit geste banal, la douleur de la perte se transformait en quelque chose de plus doux. Du deuil, certes, mais moins intense. Mais malgré la tranquillité de mes journées, les appels d'Éric ne cessaient pas. Le 3e matin après avoir annulé le paiement, il m'a finalement pris au dépourvu et j'ai répondu par habitude. Sa voix était affolée. « Papa, je ne sais pas quoi faire. La banque dit qu'on est déjà en retard et la pénalité s'accumule. Megan a menacé d'emmener les enfants chez ses parents si on perd l'appartement. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. S'il te plaît, juste pour cette fois, juste le temps qu'on sorte de cette mauvaise passe. » Je l'écoutais, le laissant finir. Je me souvenais de toutes les fois où Lilian avait dit « On va l'aider encore une fois, Renui. Il finira par comprendre. »
Mais ce n'était jamais juste une fois de plus. Ça ne finissait jamais. Je me suis entendu dire, « Éric, je t'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai remboursé ce prêt immobilier pendant 8 ans. Tu as un bon travail. C'est ta vie à gérer maintenant. Je suis désolé. » Il se tut. J'entendis Megan en arrière-plan, sa voix rauque quelque chose à propos des factures, des enfants, de mon égoïsme. La voix d'Éric se brisa. « Papa, ce n'est pas juste. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'aurais dû venir à l'enterrement, mais je n'ai pas pu l'accepter. Maman m'a toujours pardonné. Pourquoi pas toi? » L'espace d'un instant, ma détermination vacilla. Je repensai aux derniers jours de Lilian, à la façon dont elle s'accrochait à l'espoir, à la façon dont elle excusait chaque absence, chaque promesse non tenue. Mais ensuite, je repensai aussi à sa déception, comment elle guettait discrètement la porte, attendant le retour d'Éric, même si elle savait au fond d'elle qu'il ne rentrerait pas. « Ta mère a toujours cru que tu ferais le bien, Éric, dis-je doucement. Elle t'a donné chance après chance, même si ça lui faisait mal. Mais aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement réparer ses erreurs. Parfois, c'est lui laisser assumer les conséquences. Tu dois t'occuper de ta famille maintenant. Je ne peux pas le faire à ta place. » Il ne répondit pas. Un silence pesant et définitif plana entre nous. Finalement, il raccrocha. Cet après-midi-là, je suis allé au lac Madison, où Lilian et moi pêchions les dimanches tranquilles. Assis au bord de l'eau, je laissais la brise emporter mes dernières culpabilités. Je me suis souvenu du jeune homme qui était Éric, celui qui veillait tard et me parlait de ses rêves, qui aidait sa mère à faire les courses, qui était présent quand il le fallait. Ce garçon avait disparu, remplacé par un homme qui voyait l'amour comme une transaction, qui attendait du soutien comme un droit de naissance. Mais tandis que le soleil se couchait sur le lac, j'ai réalisé quelque chose d'important. Lilian voudrait que je trouve la paix, même si Éric ne le comprenait jamais. Elle voudrait que je vive pour moi-même, et non pas seulement pour les ombres de vieilles promesses. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis assise sur le porche et j'ai écrit une lettre à Éric. Je l'ai faite courte, pas de sermon, pas d'amertume. Je lui ai dit que je l'aimais, que j'espérais qu'il trouverait sa force, que je me souviendrais toujours de ses meilleurs côtés. Et je lui ai dit, gentiment mais fermement, que mon aide était terminée. Le lendemain, j'ai posté la lettre. En remontant le chemin, je me suis senti plus léger que jamais. Le jardin était en fleurs. Le ciel était vaste et bleu. J'ai fermé les yeux et respiré la liberté, enfin, enfin. Les semaines s'écoulaient, un après-midi ensoleillé de Californie se succédant. Je m'occupais des rosiers et des potagers, me préparais du café dans la maison silencieuse et, petit à petit, la douleur de l'absence de Lilian m'est devenue supportable. Je conservais mes habitudes, faire le marché, discuter avec les voisins, lire sur la véranda tandis que le soleil déclinait sur Wirral Park. Et chaque jour qui passait, le silence d'Éric s'allongeait. Il ne m'appelait pas, et je ne lui tendais pas la main. J'imaginais qu'il y aurait une dernière dispute, une confrontation violente, peut-être une lettre pleine d'accusations et de reproches. Mais elle n'est jamais venue. Je n'ai reçu qu'un silence, d'abord froid et dur, puis apaisant. J'ai réalisé que pour la première fois depuis des décennies, je vivais ma propre vie, pas celle d'Éric, ni celle de Lilian, juste la mienne. Le dimanche, je prenais la route pour le cimetière de Stonefield, où la tombe de Lilian était ombragée par un vieux chêne. Je lui apportais des tulipes jaunes, m'asseyais près de la stèle et lui parlais comme si elle m'entendait. Je lui parlais du jardin, du nouveau toit que j'avais enfin réparé, du nouveau chien du voisin qui adorait déterrer mes tomates. Parfois, je lui parlais d'Éric, du silence, des vieux souvenirs, de l'espoir qu'un jour, peut-être, il me rejoindrait. Mais surtout, j'ai parlé de l'avenir. Des endroits que je voulais visiter, des livres que j'espérais encore lire. Je lui ai raconté comment Joe, Linda et les autres veillaient sur moi, comment la communauté s'était mobilisée discrètement autour d'elle. Comment, même en son absence, son amour subsistait dans chaque recoin de la maison que nous avions construite.
Un après-midi, alors que je finissais de tailler les haies, une lettre est arrivée, l'écriture d'Éric, tremblante et inhabituelle sur l'enveloppe. Assise à la table de la cuisine, je l'ai longuement retournée avant de l'ouvrir. « Papa, comment sait-il, je ne sais plus ce que tu attends de moi. J'imagine que tu penses me donner une leçon, mais je me sens perdu. Je suis en colère, certes, mais surtout blessé. Je n'arrive pas à croire que tu aies tourné le dos à ta propre famille, juste au moment où on a le plus besoin de toi. Megan me parle à peine ces derniers temps. L'appartement est à vendre. J'imagine que c'est ce que tu voulais, me voir galérer. J'espère que tu es heureuse. J'ai lu la lettre 2 fois, laissant les mots se poser. Oui, il était en colère. Oui, il m'en voulait. Mais sous cette acuité, j'ai perçu autre chose, de la confusion, peut-être même du chagrin. J'ai mis la lettre de côté, fatigué, mais pas abattu. Ce soir-là, j'étais assis sur le porche, regardant le ciel s'assombrir au-dessus de la rue. Je repensais à toutes ces années où j'avais cru que l'amour signifiait protéger Éric de toutes les difficultés, de toutes les déceptions. Mais j'avais fini par comprendre que l'amour impliquait parfois de prendre du recul, de laisser quelqu'un tomber, de le laisser se relever seul. Joe est passé après le dîner, apportant une tarte que Linda avait préparée. Nous nous sommes assis ensemble sur la véranda, échangeant des anecdotes et sirotant un café tandis que les étoiles scintillaient au-dessus de nos têtes. Il m'a écouté tranquillement lui parler de la lettre d'Éric. Il est en colère maintenant, dit Joe, mais un jour, peut-être qu'il verra les choses différemment. Tu as fait ce que tu avais à faire. Il n'y a pas de honte à laisser ton enfant apprendre ce que tu sais déjà, que la vie est dure, mais qu'on s'en sort. On y arrive toujours. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. J'ai rêvé de Lilian, son rire, sa présence assurée, le réconfort de sa main dans la mienne. Dans ce rêve, elle me souriait, les yeux pleins de compréhension. À mon réveil, j'étais apaisé, comme si elle m'avait dit elle-même que j'avais fait le bon choix. Le lendemain, j'ai répondu à Éric. Je lui ai dit, « Mon fils, je t'aimerai toujours. » Mais cet amour, c'est aussi savoir quand lâcher prise. J'espère qu'un jour tu comprendras. J'espère que tu trouveras la force que j'ai toujours su que tu avais. Je ne lui ai pas envoyé d'argent. Je ne lui ai pas proposé de solution. Je lui ai seulement envoyé mon amour et l'espoir qu'un jour, il deviendrait l'homme que Lilian et moi avions imaginé. L'été arrivait à Wirral Park, et avec lui un rythme paisible. Je passais mes matinées à arroser le jardin, mes après-midi à lire sur la véranda ou à bricoler dans le garage. Les voisins passaient, parfois juste pour discuter, parfois pour déposer une tarte ou une fournée de biscuits, emplissant ma cuisine d'une gentillesse inattendue mais profondément appréciée. J'ai réalisé à quel point Lilian avait façonné cette communauté, sa chaleur humaine transparaissait dans l'attention que chacun portait aux autres. Je la ressentais dans les rires des enfants jouant dans la rue, dans le parfum de lavande qui flottait par la fenêtre. Je continuais à aller la voir chaque dimanche. Je lui parlais des nouvelles activités que j'essayais, les parties de bridge au centre de loisirs, les cours de cuisine à l'église, le petit voyage que j'avais enfin fait à Mendocino, comme nous en avions toujours parlé. Chaque fois que je m'agenouillais près de sa pierre tombale, je me sentais moins seul. L'amour de Lilian n'était pas qu'un souvenir, c'était la source de tout ce qui restait de bon. Puis, un après-midi doux, mon téléphone a sonné. J'ai hésité un instant à ne pas répondre. Mais quelque chose en moi me disait de décrocher. C'était Éric. Sa voix était plus douce, débarrassée de la jalousie et de la colère auxquelles je m'étais habitué. « Salut, papa. » J'ai attendu, laissant le silence s'étirer. « Je voulais vous informer que nous avons vendu l'appartement, dit-il finalement. Megan vit chez ses parents pour le moment. J'ai trouvé un logement dans une petite ville du nord de l'État. J'ai trouvé un nouveau travail, marketing pour une entreprise locale. Ce n'est pas aussi clinquant, mais ça permet de payer les factures. » Il marqua une pause, et j'entendis la tension dans sa voix. « J'étais en colère, tu sais. Je pensais que tu me punissais. Peut-être.
Mais je crois que j'ai compris maintenant. Maman aurait compris, même si je ne l'avais pas compris. J'ai fermé les yeux, le soulagement et la tristesse mêlés dans ma poitrine. Je n'ai jamais voulu te punir, Éric. Je ne pouvais tout simplement pas continuer à tout porter à ta place. Ta mère croyait en toi. Moi aussi. Mais il fallait que je te laisse te débrouiller seul. Pour la première fois depuis des années, il ne protesta pas, je sais, papa. Je suis désolé pour l'enterrement. J'ai été égoïste. Je ne voulais pas la voir comme ça. Je pensais que si je restais loin, ça ferait moins mal. Il y eut un long et douloureux silence, mais sincère. Ça faisait mal dans tous les cas, dit-il finalement. C'est vrai, ai-je acquiescé. Mais la douleur fait partie de l'amour. Ta mère le savait. Elle n'a jamais cessé de t'aimer, pas un seul jour. Il s'éclaircit la gorge. Peut-être que je pourrais venir te voir un jour? J'aimerais voir la maison. T'aider au jardin. Peut-être, juste discuter. J'ai ressenti l'esprit de Lilian à cet instant précis, son pardon, son espoir inébranlable. Tu peux venir quand tu veux, mon fils. Il y aura toujours une place pour toi ici. Nous n'avons pas dit grand-chose d'autre. L'appel s'est terminé discrètement, sans promesse, juste un simple « à bientôt ». Mais, assis là, dans cet après-midi ensoleillé, j'ai senti quelque chose de vieux et de lourd enfin se détacher de mes épaules. Je savais que l'avenir ne serait pas parfait. Il y aurait encore des blessures, des vides incommensurables. Mais pour la première fois depuis la mort de Lilian, j'ai ressenti quelque chose de réel, l'espoir. Quelques jours plus tard, Éric s'est présenté à ma porte. Il paraissait plus mince, plus âgé, mais son regard était plus clair. Nous n'avons pas parlé d'argent, de reproches, ni du passé. Nous avons parlé de Lilian, de son jardin, de ses recettes, des voyages qu'elle nous faisait toujours faire. Nous avons désherbé les plates-bandes ensemble, d'abord en silence, puis en riant tandis qu'il racontait des anecdotes sur son nouveau travail, sa nouvelle vie. Au coucher du soleil, nous étions assis sur la véranda, regardant le ciel passer de l'orange au violet. Il m'a demandé si j'avais parfois regretté de l'avoir interrompu, de l'avoir obligé à affronter les choses seul. J'y ai réfléchi, puis j'ai secoué la tête. Je regrette d'en être arrivé là, Éric. Mais je ne regrette pas de t'avoir laissé voler de tes propres ailes. Ta mère voulait que tu grandisses. Moi aussi. Tu as trouvé ta voie, même si c'était difficile. Il hocha la tête et, pour la première fois, je vis non pas le garçon perdu que j'avais tenté de sauver, mais un homme qui trouvait sa voie. Lilian aurait été fier. Quand Éric est parti, il m'a serré dans ses bras, une étreinte sincère, forte et assurée. Merci, papa. Pour tout. Je vais bien. Je le regardai s'éloigner, la douce soirée d'été m'enveloppant. Dans le silence qui suivit, je sentis Lilian à mes côtés, sa main dans la mienne, son amour toujours la racine silencieuse de toute chose. Je compris alors que j'avais enfin lâché prise non seulement face aux problèmes d'Éric, mais aussi face à mon propre besoin de tout arranger, de maintenir le monde en place par moi-même. Je n'étais plus qu'Henri, désormais. Marie, père, grand-père, gardien du jardin de Lilian, conteur d'histoires anciennes, un homme qui avait appris qu'aimer signifie parfois lâcher prise. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais en paix.